Cette division, cette crise chez les Républicains, à l'UDR, ça vous arrange, ça vous conforte en fait dans votre choix d'avoir rejoint Éric Ciotti? Ce que je peux vous dire, en tout cas, la première des choses, c'est que je suis particulièrement inquiète de la façon dont les Républicains gèrent un sujet si sérieux que la présidentielle, si sérieux que l'alternance et le renouveau qu'attendent largement les Français pour 2027. On a aujourd'hui un parti qui entérine le fait qu'ils ne sont plus dans une guerre d'idées, dans une guerre des valeurs, mais en tout cas dans une guerre d'ego. De nouveau, et ça je l'ai vécu avec Éric Ciotti, bien entendu, quand nous étions chez les Républicains. C'est ce que j'allais vous dire. Ce n'est pas nouveau pour les Républicains. Est-ce qu'il n'y a pas eu une guerre d'ego aussi qui a mené à la décision d'Éric Ciotti? Non, je ne crois pas, c'est tout l'inverse. Éric Ciotti a fait un choix qui était audacieux, courageux à ce moment-là. La preuve, tous les chapeaux à plumes qui existent encore et qui sont encore restés chez les Républicains ne l'ont pas suivi. Si ils ont fait ce choix-là, bien entendu, c'est dans le simple objectif de pouvoir maintenir une place au sein d'un parti qui aujourd'hui ne représente plus personne et certainement pas, en tout cas, servir l'intérêt des Français. Vous dites ils sont quand même sortis plutôt vainqueurs de ces municipales, de ce scrutin. Ah bah alors, ça c'est l'élément de langage des Républicains. Moi, je le vois notamment toutes les villes moyennes, toute la France, on va dire rurale aussi. Les Républicains ont gagné certaines communes, ça, il y a bien entendu les résultats ont témoigné de cela, mais en tout cas, je le vois sur mon territoire, beaucoup de listes ont été portées par des candidats divers droite, sans l'étiquette les Républicains, et pour autant Bruno Retailleau se réjouit de leur victoire et estime que c'est grâce aux Républicains. Moi, ce que je constate, c'est que quand des élus locaux mènent des campagnes sans afficher le logo d'un parti qu'ils soutiennent, c'est quand même qu'ils ne sont pas tout à fait en phase avec cela. Alors, est-ce que vous diriez que l'UDR, Anna de Montsouris, a gagné ces municipales? En tout cas, l'UDR a fait un très bon score pour ces municipales avec l'alliance que nous menons avec le Rassemblement national. La fois précédente, on avait une dizaine de communes Rassemblement national. Nous sommes passés à plus de 60 communes aujourd'hui, avec bien entendu la victoire de Nice qui est symbolique pour nous, l'UDR, la victoire qui a été menée par Éric Ciotti. Mais en tout cas, voilà, sur les Républicains, le sujet, et je crois aussi que c'est pour cette raison qu'ils ont perdu des électeurs de droite, c'est pour cette raison que beaucoup d'adhérents les Républicains nous ont rejoints, c'est parce que en réalité, aujourd'hui, on ne sait plus où va ce parti. Est-ce que LR peut gagner seul, à votre avis, Anna de Montsouris? Non, bien sûr que non. La dernière élection présidentielle l'a bien prouvé. Le score qu'a fait Valérie Pécresse était bien loin de la victoire à la présidentielle. Aujourd'hui, je crois que l'électorat de droite cherche une candidature qui respecte déjà leurs convictions profondes, et c'est ce que nous incarnons avec le Rassemblement national. Le retour de l'ordre à la fois dans les comptes, à la fois dans les rues, une politique migratoire qui soit à la hauteur des attentes des Français. C'est pour ça que nous avons fait ce choix-là, et aujourd'hui, nous sommes la seule proposition pour l'électorat de droite. Les Républicains ont trahi leurs électeurs à plusieurs reprises. Donc à une union des droites, mais écoutez ce qu'en dit Marine Le Pen, elle était sur France Inter ce matin. Je ne crois pas à l'union des droites, mais même si Ciotti y croit, si vous voulez, moi je crois à l'union des Français, à l'union de l'ensemble du peuple français. C'est ça qui en réalité nous permettra de sauver le pays. Et pardonnez-moi de vous dire que je suis encore une fois élu du bassin minier, que dans le bassin minier, on a aujourd'hui 14 villes, on en a gagné 12, et que l'électorat du bassin minier, historiquement, n'est pas un électorat de droite. C'est un électorat socialo-communiste, et pourtant aujourd'hui, eh bien, il rejoint massivement le Rassemblement national. La clé de la victoire pour notre pays, elle est précisément dans cette dynamique qui emmènera l'ensemble du peuple français. Alors, si quelqu'un est contre dans un mariage, comment faire ce mariage? Alors, notre alliance, elle repose en réalité sur deux constats. Le Rassemblement national a réussi son pari de rassembler largement les Français, et elle continue de le faire. C'est ce que Marine Le Pen explique. Bien sûr, elle est candidate à l'élection présidentielle. Son rôle est de parler à l'ensemble des Français. Notre rôle, nous, l'UDR, en partageant et en participant à cette grande coalition, cette alliance du camp patriote, c'est justement aussi de parler à cet électorat de droite, spécifiquement, qui a été délaissé par les Républicains. Et c'est ça qui fait la force de l'UDR. Je crois que dans une stratégie globale, il faut à la fois pouvoir parler à l'électorat de droite qui a été déçu, et dans le cas de Marine Le Pen qui est candidate à la présidentielle, de pouvoir parler à l'ensemble des Français. Les deux ne sont pas indissociables. Alors, combien de candidats? Au Rassemblement. Pour nous, un seul candidat, ce sera Marine Le Pen, bien entendu. Marine Le Pen est à date notre candidate. UDR. Non, absolument pas, et ça n'a jamais été l'objectif du président Ciotti. Si on s'intéresse à ce qui s'est passé à Nice, quand même, on va s'y intéresser. Les municipales, c'est pas si loin. Il n'y avait pas forcément une véritable, je vais dire,
alliance et fusion des droites, puisque, alors je m'intéresse de nouveau aux Républicains, mais Christian Estrosi, Bruno Retailleau a refusé de faire voter pour Christian Estrosi, mais il n'a pas non plus fait alliance techniquement avec Éric Ciotti, avec vous. C'est un premier pas. Bien sûr, je ne dirais pas que la victoire d'Éric Ciotti est le fait de Bruno Retailleau, bien loin de là, bien entendu. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que l'électorat niçois a su reconnaître en Éric Ciotti la droiture et le courage qu'il a su mener dans ses combats au national. Ça, c'est évident que ce courage-là et cette incarnation qu'est Éric Ciotti lui a permis d'accéder à la victoire. Il y a eu bien évidemment le maire sortant Christian Estrosi qui a mené une campagne absolument catastrophique, ridicule, qui s'est vu délaissé effectivement aussi par les cadres des Républicains, ce qui en quelque sorte aussi a pu faire voter massivement pour Éric Ciotti. Mais moi je crois que cette victoire-là, elle est aussi le symbole que les choix précédents de notre président Éric Ciotti, notamment en 2024, lorsque justement il brise ce tabou de l'union des droites lorsqu'il rejoint le Rassemblement national, a été largement entendu. Et pour nous, le symbole est très fort. Mais est-ce que ça a marché parce que c'est Nice ? Parce que c'est la personnalité d'Éric Ciotti, bien connu des Niçois aussi. Est-ce que ça marcherait ailleurs ? Bien sûr que ça a marché pour tout un tas de raisons. Les qualités d'Éric Ciotti ne s'arrêtent pas seulement à l'alliance qu'il a menée en 2024. Mais oui, ça a marché dans d'autres communes. Je vous ai dit qu'on est passé de seulement une dizaine de communes gérées par le Rassemblement national en 2020 à aujourd'hui 61 communes, dont 8 communes gérées par l'UDR. Donc bien sûr que ça a fonctionné aussi d'un point de vue local. Et si les LR refusent, alors là je me projette de nouveau vers 2027, s'ils refusent de s'allier, ce qui semble quand même être le cas, et d'une bonne partie des Républicains qui restent dans leur couloir de nage, est-ce que ça vous handicapera ? Non, absolument pas. Vous savez, nous, à la différence des LR, on ne parle pas au cadre, on ne parle pas à Édouard Philippe, qui est quand même le macroniste en chef, on ne parle pas à Sarah Knafo spécifiquement, on ne parle pas d'une alliance avec Gérald Darmanin spécifiquement. Nous, on parle aux électeurs de droite, on parle aux électeurs qui partagent les convictions de droite, qui est la bonne gestion de l'argent public, qui sont la sécurité, qui sont la bonne gestion de notre politique migratoire. C'est à l'électorat que nous nous adressons particulièrement, et certainement pas au chapeau à plumes qui, en réalité, et l'histoire nous l'a prouvé, l'histoire très récente nous l'a prouvé, ne sont là que pour leur siège. Mais est-ce que cette stratégie, elle pouvait marcher notamment pour les municipales ? Parce que ce sont des scrutins locaux avec des enjeux locaux. Là, dans une présidentielle, on rentre dans une optique beaucoup plus nationale, donc avec une logique des partis beaucoup plus forte. Oui, et il ne vous aura pas échappé que le premier parti de France est le Rassemblement national, donc ça tombe bien. Bien sûr qu'il y a cette logique-là, mais encore une fois, nous croyons profondément à l'électorat. Encore une fois, lorsque, en septembre dernier, les Républicains de l'Assemblée nationale ont voté la confiance à M. Bayrou, nous avons eu 4000 adhésions d'anciens LR qui ont rejoint l'UDR. Donc c'est quand même le symbole que toutes les décisions qui sont prises par les chapeaux à plumes, les cadres de ces partis-là, vous les aimez pas, ces chapeaux à plumes, comme vous les appelez. Ils ont un impact, en tout cas, sur l'électorat. Ils sont décevants. La preuve en est, ils nous rejoignent. Anne Mansouri, vous êtes députée de l'Isère, porte-parole d'UDR. Et on va poursuivre notre entretien d'ici un court instant. On parlera des premières décisions des maires LFI à la suite des municipales, donc, et puis des prix du carburant, bien sûr. Et se dirige-t-on vers un nouveau choc pétrolier? On en parlera. Restez bien à l'écoute d'Europe 1 Info. Député de l'Isère, porte-parole de l'UDR. On va s'intéresser à ce qui se passe après les municipales, aux premiers conseils municipaux des maires LFI qui ont été nouvellement élus, notamment à Saint-Denis, mais pas seulement d'ailleurs. J'imagine que vous avez vu ces images à Creil, à Mantes-la-Jolie, des maires sortants qui ont été hués, insultés, injuriés. Parfois, certains ont même été escortés. Ils ont fui, voilà, sous les critiques. Écoutez l'écrivain Éric Nolot, qui a critiqué le silence d'Olivier Faure sur ces maires sortants socialistes insultés le soir du second tour. Il était sur CNews ce matin. Ouais, je me tourne vers M. Faure. Pourquoi il ne prend pas la parole, M. Faure, pour dénoncer ça? Pour dénoncer que des représentants de son parti sont menacés, sont humiliés, sont escortés comme s'ils allaient vers l'échafaud. Et qu'ils ne disent pas aujourd'hui, il n'y aura plus jamais ni accord local, très bien national. pourquoi. Il n'est pas crédible. Oui, mais quand on en est arrivé là, et qu'on dirige le Parti socialiste, il faut dire quelque chose. S'il reste un peu de dignité et de décence. Alors, comment avez-vous déjà réagi, Anne Mansouri, à ces images ?
Bah, écoutez, moi je suis absolument scandalisée, mais malheureusement pas étonnée. Ça fait des années maintenant que la violence politique s'est installée. Je mettrai ça sur le compte de l'arrivée notamment de LFI à l'Assemblée nationale. Cette violence politique, elle se constate sur le terrain. J'en ai moi-même été victime. En arrivant à l'Assemblée nationale, l'ensemble de la gauche avait refusé de me serrer la main au moment de l'élection de la présidente. Donc c'est pour ça que malheureusement, je ne suis plus étonnée. Maintenant, qu'Olivier Faure ne se prononce pas, cela ne m'étonne pas du tout, puisque lui-même y a participé et qu'il récolte aussi les fruits de la violence, en tout cas, qu'il a cautionnée. Je crois que le combat politique se mène par les idées, par les valeurs, et en aucun cas par des scènes comme on a pu les voir et qui ont choqué, je crois, l'ensemble des Français. D'ailleurs, la direction de la France Insoumise aurait aussi pu réagir et condamner pour ces actions non républicaines. Bien sûr, mais plus personne n'attend rien de la France Insoumise. Parmi les premières décisions de certaines de ces mairies, Bali Bagayoko à Saint-Denis veut désarmer la police municipale progressivement. Il commencerait par le LBD. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est une crainte que j'avais, bien entendu. J'ai d'ailleurs déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale il y a quelques mois maintenant, visant justement à obliger l'armement de tous les policiers municipaux dans les communes de 5000 habitants et plus. Mon inquiétude était celle de voir effectivement que la victoire de la gauche, notamment dans les grandes villes, menait souvent au désarmement de la police, ou en tout cas à la minimisation des armes auxquelles ils avaient accès. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le sujet, c'est pas seulement de savoir si la police aura accès à une arme. Le sujet, c'est les impacts aussi en termes de sécurité, à la fois pour les habitants. Vous craignez pour les habitants, pour la sécurité des habitants. Bien entendu, pour la sécurité des habitants sur les communes, mais aussi pour la sécurité de ces forces de l'ordre-là, qui sont aujourd'hui, malheureusement, et très souvent, les premières sur le terrain, les premières à faire face aussi aux dealers, aux délinquants, aux rodéos urbains. Aujourd'hui, désarmer la police municipale, c'est les jeter aussi dans une fosse sans moyen ni de se protéger eux-mêmes, ni de pouvoir défendre les habitants des communes. Alors, ces maires se défendent évidemment en disant que justement, c'est aussi que la police municipale, c'est aussi de créer j'allais dire un bon environnement et d'assurer la bonne entente entre les populations et la police. Oui, mais je veux dire, respecter les règles. L'un n'empêche pas l'autre. Les policiers municipaux déjà ne sont pas des éducateurs de rue. Il est normal qu'ils puissent avoir accès à des armes pour se défendre et protéger la population. Donc les deux sont tout à fait entendables. Et par ailleurs, quand on explique que les policiers municipaux ne devraient pas être armés pour ne pas inquiéter, stresser des populations, là où les dealers, eux, sont armés. Ils n'ont pas, ils ne jouent pas à armes égales, pardonnez-moi l'expression, mais en tout cas, ils ne sont pas à armes égales avec nos forces de l'ordre. Donc c'est absolument indigne de considérer qu'aujourd'hui, les policiers municipaux n'auraient pas besoin d'armes face à des dealers et des délinquants qui, eux, en ont. La victoire de la France Insoumise, c'est la victoire de la Nouvelle-France. Et cette Nouvelle-France, c'est celle qui ne demande plus à ne plus être reconnue comme pleinement française. C'est ce qu'a dit encore une fois Bali Bagayoko. C'est très inquiétant. C'est encore une fois le résultat de plusieurs années de politique de Jean-Luc Mélenchon, de témoignages, et en tout cas de rédaction d'un plan idéologique qui consiste à diviser la France et les Français. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des communautés au sein de la France. Pour vous, c'est du communautarisme? C'est du communautarisme, bien sûr, et du clientélisme aussi au moment des élections. Moi, je crois qu'un maire doit parler à l'ensemble de sa population. Et justement, lui, il dit ces nouveaux Français, ils vont enfin être entendus. Non, mais je veux dire, tous les Français qui ont les papiers ont le droit de vote, depuis des années. Donc on n'a pas attendu que Jean-Luc Mélenchon crée le concept de créolisation pour donner le droit de vote à l'ensemble des Français. Ces Français-là sont représentés par tous les politiques, par l'ensemble des élus, et doivent continuer de l'être. Et à mon sens, il ne devrait pas y avoir de politique mise en place spécifiquement pour une catégorie de la population, parce que autrement, on arrive vers quelque chose d'extrêmement dangereux où les Français seront divisés, la cohésion nationale n'étant plus possible. Et derrière, c'est le principe de solidarité des Français aussi qui sera très largement atteint. Et c'est inquiétant pour un pays comme la France. Hanan Mansouri, la préoccupation principale des Français en ce moment, c'est les prix des carburants. Écoutez, cette passe d'armes hier à l'Assemblée nationale entre Jean-Philippe Tanguy, le député Rassemblement national de la Somme, et Roland Lescure, le ministre de l'économie.
Près de 60% du prix du carburant est constitué de taxes. Avec les LR et la gauche, vous avez aggravé le 1er janvier les certificats d'économie d'énergie qui pèsent désormais 17 centimes par litre contre 4 en 2022. Pourquoi avez-vous mis une partie de nos précieuses réserves de carburant sur les marchés mondiaux au lieu de les utiliser pour notre seul marché français au bénéfice des consommateurs et de nos entreprises? Quand allez-vous enfin baisser les prix de l'énergie en baissant les taxes et en utilisant nos stocks pour le seul intérêt des Français? Il y a décidément des choses qui ne changent pas. Quand vous prenez la parole, c'est un mélange d'imperfections, d'inexactitudes, de mensonges et de divisions. Vous racontez une fois de plus n'importe quoi. L'État s'en mettrait plein les poches. Évidemment, un choc pétrolier n'est pas une bonne nouvelle pour les comptes de l'État, je le regrette. 2, vous évoquez des stocks qui partiraient à l'étranger. Aucun baril, aucun litre ne part en dehors de France. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça. Et vous évoquez les C2E. C'est évidemment une stratégie qui en aucun cas n'enrichit l'État. Elle permet d'électrifier la France. Alors, Hanan Mansouri, vous êtes porte-parole de l'UDR. Qu'est-ce que vous proposez à l'UDR pour faire face à cette crise? Est-ce que vous proposez, comme le Rassemblement national, de baisser les taxes? Bien sûr, et c'est une proposition que nous avons déjà portée bien avant d'en arriver à cette situation. Si le gouvernement avait pris la décision à minima de geler la TVA au moment où ce conflit avait commencé, on ne serait pas arrivé à ce prix-là de 2,40 € en moyenne. J'ai vu qu'il y avait même des stations où le prix arrivait à 2,90 €. Il y a un impact. 2,90 €, oui. L'impact sur les Français, il est absolument énorme. Aujourd'hui, tous les Français, en tout cas les Français de la ruralité, les Français des villes moyennes que nous représentons, ont besoin absolument de véhicules pour pouvoir travailler, pour pouvoir vivre. Les familles en ont besoin. Moi, je reçois depuis 2 semaines maintenant, systématiquement, tous les jours, des mails, des courriers d'habitants de ma circonscription qui m'expliquent qu'ils ne pourront plus aller travailler dans ces conditions-là. Des infirmières, des artisans, des familles. Donc l'impact est énorme sur le pouvoir d'achat des Français. Cette solution de baisse des taxes, vous avez entendu le gouverneur de la Banque de France qui dit on n'a plus l'argent, et les autres responsables des économistes qui disent non, c'est pas possible. Et puis le gouvernement n'est pas un profiteur de crise parce que la croissance baisse aussi. Donc finalement, il n'empoche pas tant que ça, tout est compensé, tout est lié, vous savez bien. Moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est le manque de prévoyance du gouvernement qui, déjà, au début de cette crise, avait dit que ça n'aurait aucun impact sur le prix du gasoil. Il s'est vraisemblablement trompé. Le deuxième point, c'est que depuis que je suis à l'Assemblée nationale, nous avons étudié un certain nombre de budgets dans lesquels nous avons proposé des économies sur le train de vie de l'État, des économies sur les dépenses de l'État qui ont été systématiquement refusées. Donc, à force d'augmenter, bien évidemment, les dépenses de l'État en se disant que les recettes vont augmenter aussi en augmentant donc les impôts, les taxes sur les Français en leur faisant payant cette facture-là. C'est trop facile de dire aujourd'hui nous n'avons pas les recettes nécessaires, il faut absolument que l'on maintienne cette taxe-là. Alors même que l'impact sur les Français, il est vital. Monsieur Tanguy l'expliquait très justement hier à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, certains Français vont devoir faire le choix entre remplir un caddie de course et mettre de l'essence dans leur véhicule pour aller travailler. C'est invraisemblable dans un pays comme la France d'en arriver à cette situation. Le gouvernement vous répond, mais les intérêts de la dette et la situation des comptes publics, c'est aussi vital, parce que c'est toute notre économie, toute une économie qui en dépend aussi. C'est devenu vital que depuis cette semaine. Encore une fois, quand on a proposé des contre-budgets pour baisser les dépenses de l'État et justement rationaliser tout ça, ils se sont opposés fermement. Les Républicains y ont participé aussi d'ailleurs, ils ont voté un budget socialiste. C'était à ce moment-là justement qu'on aurait dû prévoir peut-être cette crise qu'on aurait pu voir arriver, même si c'était difficile bien entendu, mais en tout cas rationaliser le budget de l'État, ça me paraît absolument logique quand on s'engage aux politiques et quand on participe à la rédaction d'un budget. Merci beaucoup Hanan Mansouri d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député de l'Isère, porte-parole de l'UDR. On reste ensemble dans Europe 1 Info. Suite des longs entretiens politiques, Arnaud Péricard, porte-parole du parti Horizon et maire réélu de Saint-Germain-en-Laye, va être en direct avec nous dans ce studio d'ici quelques instants. Restez à l'écoute.